Dans le brouhaha et l'urgence du monde, chacun ressent le besoin de ralentir, se poser, réfléchir. Pourtant, c'est de plus en plus difficile et l'addiction aux écrans, notamment, ruine notre temps de cerveau disponible. Comment nous désintoxiquer de ce nouvel opium ? Comment reconquérir notre temps libre pour trouver du sens, penser, se reconnecter à soi, aux autres, au monde ? Et comment faire en sorte que ce temps de loisirs intelligent redevienne le nouvel opium du peuple ? Alors, le mot du jour, c'est l'osium, un mot latin qui désigne le loisir intelligent, fécond. Ne le cherchez pas dans le dictionnaire, il n'y figure pas encore, j'ai vérifié. D'ailleurs, chaque fois que je l'ai tapé dans mes notes de préparation de l'épisode, il était souligné de rouge, car le logiciel de traitement de texte ne le reconnaît pas. L'osium, comme loisir fécond, est un sujet qui tombe à pic alors que nous nous acheminons doucement vers le temps de vacances. Alors que faire de tout ce temps libre ? Comment ce temps non passé au travail peut nous rendre meilleurs, nous faire grandir, donner du sens, nous enrichir, stimuler notre esprit critique et par extension, pourquoi pas, servir la démocratie ? Mon invité aujourd'hui a une mission, promouvoir et réhabiliter le mot osium dans la langue française. Jean-Miguel Pire est historien, sociologue, chercheur à l'École pratique des hautes études. Il a publié, notamment, un ouvrage chez Actes Sud en 2020 intitulé « Osium, art, éducation, démocratie ». Et tout dernièrement, un très court essai, que dis-je, un manifeste qui m'a bouleversée. L'osium du peuple, à la reconquête du temps libre, aux éditions Sciences Humaines. Alors, j'ai immédiatement écrit de Florence où j'animais une conférence, une ville osiomique par excellence et chère à son cœur, pour le rencontrer. J'étais ravie qu'il accepte et qu'il partage avec nous, chers auditeurs, dans ce podcast qui explore l'art de l'attention, sa mission et sa vision de l'osium, en tant que sociologue, historien, fin observateur du temps. Alors ce mot, cette idée du loisir fécond, d'osium, nous emmène loin. Et le sujet qu'explore Jean-Miguel Pire depuis près de 15 ans maintenant est passionnant. Parce que, au-delà de notre quotidien, il évoque l'art, l'éducation, la démocratie. Et Jean-Miguel Pire sait faire passer sa passion, sa conviction, pour réhabiliter ce mot, cette notion. Je lui suis reconnaissante d'avoir accepté de prendre ce temps avec nous. Avez-vous déjà fait l'expérience de tomber sur un mot inconnu aux consonances étranges et qui nous devient rapidement indispensable ? Un mot essentiel dont on avait besoin mais dont on ignorait totalement l'existence. Parce que je crois à la force des mots, à leur pouvoir évocateur, à leur justesse. Mais comment conscientiser et populariser une notion, une idée, si nous n'avons pas de mots pour la décrire ? Alors aujourd'hui, on va parler osium. Et conjuguer l'osium avec l'art de l'attention. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour, Jean-Miguel Pire. Bonjour Fanny, merci de votre invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Le sujet de ce podcast, c'est l'art de l'attention. Ainsi, ma toute première question à mes invités, c'est bien souvent, comment comprenez-vous l'art de l'attention ? Alors effectivement, c'est un art parce que ça suppose un engagement, ça suppose une pratique, une méthode. Et pour arriver à quoi ? Bien pour accroître, je dirais, sa présence, pour accroître sa disponibilité à ce qu'on est en train de vivre, sa disponibilité à soi-même, aux autres, pour un objectif très précis qui est de développer une faculté qui est celle qui finalement nous distingue par rapport au reste du monde animal, c'est notre capacité à réfléchir, à donner du sens, à inscrire notre démarche dans des valeurs, à les hiérarchiser, se soucier des autres. Donc c'est pas une petite chose en fait. L'attention, c'est ce qui nous permet de réfléchir pour créer
un cheminement qui a une signification, qui n'est pas indifférent, qui traduise notre singularité. Donc ça fait beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses-là aujourd'hui, et c'est à mon avis très important de poser la question et de développer une réflexion comme vous le faites sur l'attention, c'est peut-être ce qui est le plus menacé dans notre société. L'attention est devenue l'objet de toutes les spéculations. Hein. On a ces industries de l'attention dont l'objet est de faire du profit en captant notre temps de cerveau disponible. Donc, si on fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'attention, c'est ce qui nous permet vraiment de réfléchir et de donner du sens et de créer de l'éthique. Et si cette attention devient de plus en plus menacée et rare, bien, nous acheminons vers un monde qui ne fait pas rêver. On en arrive à ce mot l'otium sur lequel vous travaillez, cette notion, vous tournez autour, vous travaillez depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous voulez le définir vous-même, cet otium? Alors, l'otium, c'est en 2 mots le loisir intelligent. Très concrètement, c'est-à-dire c'est la capacité de développer son intelligence dans le temps libre, c'est-à-dire dans le temps qui est arbitral, le temps dont on dispose vraiment et pour lequel on n'a pas de compte à rendre. Et c'est une notion qui est très ancienne, puisqu'effectivement le mot latin montre qu'elle vient au minimum de la période romaine, mais en fait elle est encore plus ancienne puisque c'est un legs grec, puisque au fond le nom originel du loisir intelligent, c'est la scolée, qui a donné école. Et c'est intéressant de remonter à l'origine du mot pour comprendre que finalement les Grecs sont la seule, en tout cas les Grecs de l'Antiquité, sont les seuls qui ont établi, qui ont institutionnalisé un temps dans la vie, dans l'année, dans la journée, un temps qui était dédié au développement de cette conscience, au développement de cette intelligence et qui permettait au fond l'activité philosophique. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a un lien absolument intime entre la philosophie, donc le développement d'une pensée rationnelle, empirique, délibérative, qui est toujours notre lot commun, qui est le fondement de notre démocratie, qui est le fondement de notre droit, qui régit les rapports entre les individus, et le temps qu'il faut pour mener cette activité philosophique. Et au fond, nous avons gardé le meilleur du legs antique, du legs grec, mais on a perdu ce qui était finalement l'une des conditions matérielles de cette philosophie active dans la société, c'est le temps qu'il faut. Et ce travail que je fais est en fait a pour objet de réhabiliter une des dimensions qui est nécessaire pour pouvoir reprendre le fil de cette réflexion rationnelle, de ce souci d'une éthique qui est fondée sur une observation, sur une démarche empirique et qui n'est pas liée à des préjugés ou à des catalogues dogmatiques, mais à des démarches très soucieuses de la réalité des autres et qui supposent du temps. En fait, et au fond, après toutes ces années, j'en viens à me dire que j'enfonce une énorme porte ouverte, puisqu'en fait, je dis simplement que pour réfléchir, il faut du temps. Et c'est cette évidence absolue qui semble avoir disparu de l'esprit de nos contemporains. Et pour arriver à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il est tellement urgent et essentiel de réhabiliter cet otium? Alors, je dirais aujourd'hui l'actualité la plus brûlante, si on essaie d'analyser les choses à court terme, le dernier événement qui touche un peu ces questions-là, c'est le confinement. Le confinement qui a été un moment où nos contemporains ont été plongés dans une situation d'otium forcé, en quelque sorte. Énormément de temps libre et une sorte d'ivresse, parce que avec le temps libre venait aussi la limitation des mouvements et le confinement dans un espace qui nous mettait face à nous-mêmes et face à notre capacité d'occuper ce temps d'une façon pas seulement liée au divertissement, mais d'une façon féconde, et peut-être donc de renouer avec ce qu'était l'otium. Et il y a une anecdote amusante, c'est que au moment de la sortie du premier livre, qui est sorti 15 jours avant le premier confinement, donc le livre chez Actes Sud en 2020, qui est un peu la généalogie un peu de ce concept,
j'ai été interviewé par Elisabeth Quint d'Arte et qui m'a dit, écoutez, évidemment c'était à distance, hein, à travers les écrans, et qui m'a dit, mais écoutez, c'est merveilleux, votre livre sort, mais je trouve que mais Actes Sud a eu un plan de communication un peu violent parce que 2 milliards de gens se retrouvent dans une situation d'otium forcé, donc qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, ce qu'on a fait, c'est d'abord d'observer. Et ce que j'ai observé depuis 4 ans, et ce livre, le deuxième qui est sorti donc en janvier, en est un peu le fruit de cette observation, c'est que après le confinement, nous nous sommes interrogés sur le meilleur usage de ce temps. Il y a eu effectivement toute cette réflexion autour du fameux monde d'après où on voulait vivre plus intensément les choses, être peut-être moins dans l'utilitarisme, le matérialisme. On voit bien qu'il y a eu toute une série de réflexions qui allaient dans ce sens. Mais finalement, on a le sentiment qu'on a un peu recommencé comme avant parce que, entre-temps, s'est invité un acteur encore plus prégnant et peut-être plus violent dans cette quête, dans cette histoire de cette quête de l'attention, qui sont les écrans, en fait, ces écrans qui vont déterminer nos vies à partir du confinement. Et les écrans sont une menace tout à fait inédite, je crois, dans l'histoire de l'intelligence humaine, parce que au fond, dès que nous avons commencé à disposer d'un peu de temps libre avec les congés payés, donc si on essaie de faire une histoire un peu brève, tout ça commence dans les années 30, les premières lois qui donnent des congés payés, qui donnent vraiment du temps libre, qui sont assorties avec un discours assez volontariste sur la nécessité d'utiliser intelligemment ce temps libre. C'est les cours du soir, c'est les musées gratuits, c'est le théâtre, c'est du Lin, c'est le festival d'Avignon qui se préfigure pour le peuple, au fond. Mais très vite, en même temps que ces congés payés, les industries du loisir commencent à se mettre en place, le cinéma, déjà les écrans, un cinéma intelligent, mais aussi un cinéma de divertissement très massif, etc. Puis un peu plus tard, la télévision, qui va s'imposer dans nos foyers, qui va commencer à grignoter ce temps d'attention. Et maintenant, ces écrans, nous les avons dans notre poche et nous pouvons les sortir à chaque instant. Et ce que nous faisons, et dès que nous avons un moment de libre, nous sommes en train de scroller, et pas forcément pour regarder des choses intelligentes, mais pour passer le temps, pour tuer ce temps qui pourtant est la chose la plus précieuse qui est à notre disposition. On est au cœur du sujet là sur le temps justement et qu'est-ce qu'on en fait. Vous l'avez cité, hein, le temps, les écrans sont un des obstacles principaux, un des ennemis principaux de l'otium, ainsi que le négoce, mais je suis certaine qu'on va y revenir. Et puis c'est lié de toute manière. J'avais cette citation de Gérald Bronner, votre confrère sociologue, qui disait qu'aujourd'hui en France, le temps de travail représente 11% du temps éveillé sur toute une vie, alors qu'il représentait 48% de ce temps en 1800. L'humanité s'est peu à peu affranchie de contraintes qui la rendaient peu disponible à l'usage de ses fonctions cognitives supérieures. Nos prédécesseurs ont beaucoup rêvé à ce moment qu'on est en train de vivre, mais avaient-ils vu que ce rêve peut se transformer en cauchemar? Les écrans sont en passe de devenir les principaux attracteurs de notre attention. Ils siphonnent une partie du temps de cerveau que l'humanité aura mis des milliers d'années à libérer. Et ça fait écho à cette fameuse citation de Patrick Lelay, qui était patron de TF1 à ce moment-là, en 2004, je crois, qui parle du temps de cerveau disponible, qui vend à Coca-Cola justement pour préparer puis pouvoir rentrer dans ce négoce. Alors, c'est ça qui est absolument saisissant, c'est qu'au fond, Patrice Lelay, qui représente la dernière génération des écrans avant les smartphones, qui finalement abat ses cartes et dit d'une façon absolument saisissante ce que tout le monde savait, mais que là, presque avec candidement, nous donne le mode d'emploi. En fait, il s'agit bien de siphonner notre temps d'attention, donc ce qui nous rend intelligents finalement. Et là où nous passons à la vitesse supérieure, c'est que l'industrie des écrans, et en particulier celles qui sont les plus chronophages, c'est-à-dire les grandes plateformes et les réseaux sociaux, auraient pu faire un choix économique différent. Il se trouve qu'il y a 5 ou 6 ans, ils ont fait un choix massif du modèle économique fondé sur la publicité. Donc effectivement, ils sont complètement dans la ligne de Lelay. Et ce modèle économique leur impose de développer des programmes dont l'objectif est de nous rendre addictifs. Donc en fait, là, on voit bien qu'on bascule dans une dimension qui est... Au fond, la réflexion sur l'otium, ça peut être une sorte de réflexion sur un luxe existentiel, comment vivre mieux, comment finalement développer mieux nos facultés, mais
on reste dans l'ordre du dispensable. Avec les écrans des smartphones et ce modèle économique invasif, dédié à nous rendre addictifs, on voit bien qu'on passe dans une dimension où il faut en fait sauver notre équilibre mental. En fait, c'est presque une question de santé publique. Et c'est pour ça que le titre fait évidemment référence à l'opium du peuple. L'opium étant maintenant, le nouvel opium étant les écrans. Donc le danger, c'est de ne pas considérer ces risques à cette hauteur et d'être un peu comme des zombies qui continuent à imaginer qu'on continue à réfléchir alors qu'en fait on est agi par des pensées qui ne sont plus les nôtres puisqu'on n'a plus le temps, on n'accorde plus le temps nécessaire à métaboliser ces pensées et à développer une réflexion qui est vraiment singulière. Et vous parliez tout à l'heure de la référence avec le négoce qui est effectivement l'autre fil rouge de notre affaire et qui est peut-être l'élément le plus saisissant de cette quête qui est d'abord une quête sémantique. Hein, la vérité est dans les mots et nous sommes faits de mots et nos pensées sont faites par des mots et sont orientées par des mots. Et effectivement, cet osium que j'essaie de réhabiliter peut surprendre parce que c'est un mot latin et qu'on se dit, bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser un mot latin? Et la vérité, c'est que ce mot, on l'utilise déjà massivement. Il est présent dans notre vocabulaire, mais aussi dans notre espace mental avec ce mot qui est le mot négoce. Et le mot négoce, donc l'autre nom du marché, est fondé sur cette racine latine qui est le nec osium, c'est-à-dire la négation de l'osium. Donc, concrètement, ça signifie que le marché, l'inconscient du marché, est fondé sur cette idée qu'il doit capter au maximum de notre temps d'osium et même le nier. Alors, ça pouvait paraître quelque chose de latent. Le marché en soi n'est pas mauvais et c'est même dans l'histoire du monde une source de pacification. Avant, les gens se faisaient la guerre et le moteur de l'échange entre les individus, c'était la prédation et la confiscation. Le marché civilise un peu les choses. Le problème, c'est l'envahissement du marché dans des domaines l'envahissement des pensées, des principes du marché dans des domaines où il ne devrait pas être présent. La rapidité, l'utilitarisme, le matérialisme, dans la santé, dans la culture, dans l'éducation, on voit bien que le marché n'a rien à y faire. Avec ce qui se passe avec les plateformes et avec cette captation de notre temps d'attention, c'est qu'effectivement, là, littéralement, l'objectif de ce marché-là est de nous absorber un maximum d'osium. Et le risque, et c'est là qu'on refait le lien avec la politique que j'évoquais tout à l'heure, avec la révolution et finalement cette espèce de cheminement de cet osium à travers les institutions du parlementarisme et de la démocratie, c'est qu'on voit bien qu'une société qui renonce à l'osium et qui ne permet pas à ses contemporains de s'approprier ce temps de cerveau disponible pour être plus intelligent, est une société qui renonce aux fondamentaux de la démocratie. Et nous voyons de l'autre côté de l'Atlantique, actuellement, à l'échelle d'une société démocratique, qui est la première société démocratique, en tout cas en termes de puissance, qui est la société américaine, on voit bien qu'il y a un risque d'une société où une grande partie des gens sont prêts à renoncer à ce travail de réflexion, à considérer que la vérité est une opinion et à voter pour des candidats qui affirment tranquillement qui sont prêts à remettre en cause le fonctionnement de la démocratie. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. Cette idée qui nous revient des Grecs d'une réflexion individuelle, d'un soin que l'on doit mettre à créer du sens, à créer de l'éthique, parce que c'est la seule alternative que nous avons, parce que nous sommes des êtres intelligents et que nous n'avons pas d'alternative pour donner du sens au monde. Les Grecs inventent la philosophie, ils inventent aussi la démocratie. Eh bien, les deux vont ensemble. Et si nous nous privons des moyens de réfléchir, nous nous priverons des moyens d'être libres. Absolument. C'est ce qui m'a vraiment marqué dans votre manifeste, dont le sous-titre est L'osium du peuple à la reconquête du temps libre. C'est presque un vocabulaire belliqueux parce qu'il faut partir en croisade pour reconquérir notre attention, finalement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'économie de l'attention. Bruno Patino, notamment, en parle énormément. Et c'est, alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour partir à la reconquête de notre attention? Alors, effectivement, le focus sur le temps libre, il vient du concept lui-même. C'est le loisir intelligent. Parce que le temps libre, dans l'Antiquité,
les gens qui avaient accès à ce loisir intelligent en avaient beaucoup de temps libre. Donc ils n'imaginaient pas que le temps libre était un osium, était un loisir en fait. Le temps libre était un élément central de leur existence. Il se trouve que notre temps libre à nous est confiné dans le temps du loisir. Mais au fond, la réflexion sur l'osium, sur l'idée d'être intelligent, parce que dans le loisir intelligent, il y a le mot intelligent. Et cette quête de l'intelligence, au fond, elle a évidemment sa place dans le temps libre, et je développe toute une réflexion sur l'idée que parce qu'il est libre, il permet une inventivité, une créativité qui est très singulière dans le temps libre. Et donc, effectivement, l'éducation est un des leviers majeurs de l'éveil à cet osium, de l'acquisition des outils de cet osium qui nous serviront pendant le reste de notre vie adulte. Mais depuis la sortie du livre, je suis beaucoup sollicité par le milieu de l'entreprise. Et effectivement, bon, il y a un développement sur le travail dans le livre, mais je pense qu'il ne faudrait pas négliger la puissance de nous approprier les outils de l'osium, y compris dans le champ du temps travaillé. Et je pense que les entreprises constituent un levier considérable pour alerter sur la valeur de l'osium et les risques auxquels nous nous exposons à ne pas utiliser les ressources de l'osium. Et je pense que les entreprises, parce qu'elles occupent l'essentiel du temps de la plupart de nos contemporains, ont un rôle pédagogique gigantesque à jouer. Et alors, on pourra me dire, mais vous êtes un rêveur, les entreprises, leur objectif, c'est de faire des profits, etc. Peut-être, mais les entreprises, elles ont aussi intérêt à ce que les gens qui travaillent pour elles développent leur personnalité, leur bien-être, parce que on voit bien que se développe aujourd'hui aussi une réflexion sur le bien-être entreprise qui n'est plus cette espèce de gadget qu'il a été pendant très longtemps. Et les jeunes générations, les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi ont un rapport beaucoup plus radical à ce souci pour ce qu'est leur vie, leur développement, etc. On peut s'en lamenter. Moi, j'ai plutôt la tendance à voir le verre à moitié plein et considérer que cette démarche finalement assez éthique, les entreprises ont intérêt à la développer et il y en a beaucoup qui le font et elles font appel à des cabinets de conseil qui les incitent à aller dans ce sens-là. Donc voilà, pour répondre à votre question, je dirais que concrètement, c'est un cheminement personnel, c'est une exigence personnelle qui nous appartient, mais parmi les choses qui peuvent nous aider à développer cette démarche, il y a évidemment l'éducation, donc un rôle important des politiques publiques, de la transmission, donc mettre de l'osium dans l'éducation. Je propose des pistes, mais aussi, et là ça m'intéresse d'y réfléchir, et c'est peut-être un appel que je lance d'ailleurs, parce que comme sociologue, en plus, le monde de l'entreprise est une source d'observation absolument infinie, mais j'ai rencontré là des figures, des personnalités qui m'ont un peu dessillé, et je veux dire, j'avais des préjugés, j'avais des idées toutes faites sur ce qu'était le monde de l'entreprise. Quand on est universitaire, on est bien tranquille dans sa tour, et surtout on ne va pas se salir les mains dans le monde de l'intérêt. Après avoir dit ce que j'ai dit pour dénoncer le négoce, il me semble que je peux aller tranquillement sur ce terrain-là, et je pense qu'on peut avoir de très bonnes surprises. Et alors, pour revenir à ce rapport au temps, parce que oui, c'est une reconquête, ça passe par quoi alors l'osium? C'est aller au musée, écouter un podcast, comme nos auditeurs le font actuellement, c'est s'informer, c'est prendre le temps de la réflexion. Alors, j'en appelle à Paul Valéry, que vous citez dans votre ouvrage, qui, dans le discours sur le bilan d'intelligence, dit « Les mots sensationnels, impressionnants, qu'on emploie couramment aujourd'hui, sont des mots qui peignent une époque. Nous ne supportons plus la durée, nous ne savons plus féconder l'ennui. Notre nature a horreur du vide. » Féconder l'ennui, c'est vraiment le mantra de toute cette affaire, en fait. L'ennui, c'est le temps libre, en fait. C'est ce temps qui n'est pas organisé, où il n'y a pas d'échéance, et qui est une sorte de précipice ouvert devant les pas de la plupart de nos contemporains. En fait, l'ennui, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, c'est un temps où on peut justement s'abandonner à quelque chose qui peut être fécond, c'est-à-dire qui peut vous apporter des choses, mais qu'on n'a pas décidé à l'avance, qu'on ne peut pas imaginer, et qui finalement vont nourrir des parties de nous que l'on avait peut-être négligées. Et très concrètement, je pense que le rapport à l'art est évidemment
une ressource tout à fait immense de cette situation ossiomique, le dialogue avec une œuvre, le moment passé dans un musée, idéalement un petit musée où il n'y a personne, et il y en a beaucoup, où vous allez vous concentrer sur une, deux œuvres, vous ne savez pas lesquelles, mais vous allez essayer d'établir un dialogue avec cette œuvre, vous allez vous renseigner sur l'œuvre, vous allez en parler, et ça c'est peut-être l'autre volume en quelque sorte de l'osium de poche, l'osium qu'on peut transporter partout, c'est la conversation avec n'importe qui, une conversation pour autant qu'elle soit soucieuse de l'autre, qu'elle soit soucieuse de peut-être se concentrer sur un ou deux sujets, qu'elle soit surtout curieuse de ce que l'autre a à nous dire, mais peut-être curieuse aussi des idées que la conversation va pouvoir susciter en nous. Et ce qui est beau dans des conversations, vous-même vous évoquez des conversations que vous avez avec des inconnus, dans des cafés, etc. C'est peut-être ce que Paris d'ailleurs a offert de mieux, c'est Paris et ses bars et ses bistrots. Il y a une ouverture à ce genre de petites sociabilités qui sont complètement désintéressées, qui sont juste là pour occuper le temps, mais pas pour le tuer. Occuper le temps, c'est-à-dire lui donner une densité, une émotion. Et il y a des conversations avec des gens que peut-être on ne va jamais revoir, mais dont on se souvient, qui sont des petits cailloux blancs, qui sont des moments où peut-être on a modifié un peu son regard sur le monde, on a pris une autre direction, et où ça nous a changé. Et c'est peut-être ça l'autre mot important de l'osium, c'est l'idée de conversion. Alors c'est un mot religieux qui est très, très connoté, mais il peut y avoir des micro-conversions. De toute façon, dès qu'on est un peu ouvert, dès qu'on fait fonctionner son intelligence, au fond, c'est-à-dire qu'on sort des préjugés, de la zone de confort, qu'on va à la rencontre du réel, on change forcément ses opinions. Et ces micro-conversions-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, et c'est peut-être la part utile, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de cette démarche qui proclame son inutilité. On gagne beaucoup finalement à converser avec des inconnus. Moi, je suis convaincu, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus amusant à faire dans une grande ville comme Paris, et ce qu'il y a de plus amusant, oui, et de plus fécond, au sens où ça vous apporte des choses que vous n'avez pas imaginées, et je pense que ça vous révèle plein de choses sur vous-même. Absolument, je ne pourrais pas dire le contraire, forcément. Mais l'osium, alors, si on essaie de trouver un peu une boîte à outils, un mode d'emploi, enfin, j'aime pas trop ces termes, mais vous avez évoqué l'éducation, et on va certainement y revenir parce que c'était une de vos grandes expertises également, Jean-Miguel Pire. L'osium, il demande quand même un effort d'attention pour s'extraire en quelque sorte du négoce et investir cet espace, parce que finalement, c'est facile de se distraire, de scroller pendant des heures, de regarder une série qui va pas forcément nous rendre une meilleure personne, juste pour nous distraire. Bon, je ne vais citer aucune série, bien sûr. Aujourd'hui, on parle aussi de la difficulté. Moi, quand je parle de l'art de l'attention, il y en a qui perçoivent juste la concentration. Alors, il y a plein de livres qui sortent en ce moment. Il y en a un notamment que je vous recommande, chers auditeurs, qui s'appelle Deep Work, de Cal Newport, qui est un Américain et qui aide les gens à se reconcentrer, parce qu'il est tellement difficile de s'extraire du monde et de se concentrer. Et c'est un livre qui, je crois, marche très très bien en librairie en ce moment, tellement c'est difficile, ça exige un effort, cet osium. Alors, moi, je dirais la première chose, c'est d'avoir une vision claire de son temps. C'est-à-dire, il y a un moment dans le livre, j'évoque l'idée de spatialiser un peu le temps, d'habiter le temps comme on habite une pièce. Et au fond, le temps, on l'a tous à notre disposition. On a tous 1 heure, 2 heures dans la semaine. On sait qu'on va pouvoir disposer de ce temps. Alors, il ne faut pas négliger le divertissement, le relâchement, le repos. C'est évidemment tout à fait précieux. Mais il faut le distinguer, identifier dans ce temps libre une partie qui ne va pas être du divertissement, qui va être ce temps, on n'a pas de mot pour le nommer, je propose de l'appeler osium, c'est-à-dire un temps où on va être un peu plus concentré. Et la perspective, c'est de progresser. C'est-à-dire, c'est ça le critère de l'osium, c'est ce qui nous permet d'avancer en termes mental, en termes de discernement, d'apprendre davantage, d'avoir plus de lumière sur un objet. Donc, je pense que le rapport au temps, c'est-à-dire finalement être un peu organisé,
et discipliné, c'est-à-dire se dire, voilà, pendant cette heure-là, voilà, je me propose de faire quelque chose qui va me permettre de progresser mentalement. Et ça peut être, pour moi, l'objet le plus transactionnel, ociomiquement, le plus évident, c'est le livre. C'est une demi-heure de lecture d'un livre qui peut être sérieux ou pas d'ailleurs, mais l'important, c'est l'intention qu'on y met et la façon dont on va finalement ruminer, métaboliser ce que va nous transmettre la lecture. Et ça, je pense que n'importe qui peut le faire, s'arrêter, même sur un livre qui est un livre de divertissement ou un roman harlequin, je sais, peu importe. Ce qui compte, et même une série aussi idiote, mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il met et le désir de discernement, le désir de lucidité et de comprendre, par exemple, pourquoi tel personnage évolue, pourquoi tel personnage a cette attitude et ce que ça nous apprend finalement de la conscience humaine, en fait. Donc, le livre, je dirais, c'est peut-être ce qui a le plus, c'est l'objet ociomique de secours le plus évident. Et on parle d'éducation. Je pense que l'objectif majeur de l'éducation, je pense, au regard des exigences de l'osium, c'est apprendre à lire de cette façon-là. C'est-à-dire apprendre à lire de façon désintéressée, attentive, profonde, lente. Une lecture qui n'est pas une lecture performance où il faut lire le livre en 1 heure, mais à la limite, il vaut mieux passer 1 heure sur un paragraphe, mais l'avoir vraiment compris, métabolisé et en avoir saisi l'esprit. Et il y a un dispositif qui se développe de plus en plus dans les écoles et que je trouve extraordinaire, qui est vraiment la synthèse absolue de ce qu'il faut faire parce que ça ne coûte rien et ça vient vraiment aux fondamentaux. C'est la demi-heure de lecture qui se développe dans les établissements scolaires. C'est-à-dire, c'est une idée simple, c'est-à-dire que tout l'établissement, à un moment donné, en général c'est le début de la semaine, c'est le premier moment, tout l'établissement lit ce qu'il veut pendant une demi-heure. Et quand je dis tout, c'est-à-dire évidemment les élèves, les profs, le personnel administratif, les gens de la cantine, le personnel de surface, tout le monde lit. Et donc vous avez un effet d'ociomisation de tout un établissement qui fait qu'à un moment donné, là, c'est plus simple d'utiliser ce temps-là puisque tout le monde fait ça. Donc cette demi-heure-là, il y en a qui font peut-être au début semblant de lire parce qu'ils sont vraiment rétifs et puis progressivement ils vont lire parce que ensuite l'idée c'est de discuter de ce qu'on a lu. Donc au début on amène des mangas et puis ensuite on va amener des livres un peu plus intéressants parce qu'il faut quand même faire bonne figure. Et donc il y a un effet vertueux, évolutif que j'adore parce que ça fait confiance à l'individu. Et ceux qui sont un peu éloignés des objectifs de départ, ils y viennent par eux-mêmes en puisant au fond d'eux-mêmes la logique de l'effort. Le voisin fait cet effort-là, il dit des choses intéressantes, pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas le même? Et ça, j'adore parce que au fond, l'osium, il ne peut pas être descendant, il ne peut pas être donneur de leçons, ça ne peut pas être quelque chose qu'on acquiert comme une théorie académique. C'est forcément quelque chose qui fait écho avec ce qu'on ressent quand on a envie d'être intelligent, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Avoir envie d'être intelligent, ça veut dire envie de comprendre, envie au fond, d'être à la hauteur de ce qu'il y a de plus précieux dans la société humaine, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'apparaître pour cette personne comme quelqu'un de fiable. C'est-à-dire cette personne fait l'effort de vous parler, a priori de dire des choses qui sont vraies, qui ne sont pas pour vous manipuler, il faut lui faire ce crédit-là, en tout cas au début. Eh bien, le minimum, c'est d'être à la hauteur de cette exigence-là. Donc, vous voyez, avec cette situation, on revient à l'élémentaire de la relation humaine, qui est discuter simplement avec quelqu'un, faire un bout de chemin et le respecter dans sa dignité d'être qui parle et qui est capable d'écouter et d'être un interlocuteur intelligent. Alors, les conditions matérielles, la conversation, le livre, je sais que l'art aussi vous tient à cœur. Alors, on ne l'a pas dit parce que sinon votre biographie aurait été très longue, mais vous avez fait beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. Jean-Miguel Pire, vous avez été rapporteur général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle de 2010 à 2013, conseiller de Gilles de Robien au ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle justement en 2005 et de Françoise Nyssen au ministère de la Culture. Le sous-titre, je l'ai dit tout à l'heure, de votre ouvrage, le premier ouvrage sur l'osium en 2020, c'était Art, éducation, démocratie. Et l'éducation à l'art, ça se fait comment? Parce qu'on se rappelle tous de nos cours d'art plastique désastreux avec des crayons, voilà. Mais on n'avait pas finalement de cours d'histoire de l'art ou qu'est-ce que ça fait l'art sur moi? Voilà, donc dites-nous un petit peu, parce que chaque fois qu'on se voit, tout à l'heure on a évoqué en off, chers auditeurs, Véronèse, Borromini, on a parlé du John Singer Sargent. Chaque fois qu'on se rencontre, la première fois on avait parlé de Delacroix aussi longuement. Alors cette éducation à l'art, elle passerait par quoi? Alors,
pourquoi est-ce que je me suis intéressé à l'éducation à l'art? C'était en fait bien avant de travailler sur l'Ossuum et au fond, on fait jamais les choses par hasard. Il y a un moment donné, il y a eu une convergence et j'ai compris qu'au fond, une des façons de transmettre les outils de l'Ossuum, à l'école, donc à l'école républicaine, indépendamment des conditions familiales dans lesquelles on peut bénéficier plus ou moins de cet accès à ce qui serait la pensée ossuomique, ça m'a semblé être l'art. Effectivement, l'art parce que c'est d'abord l'art parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est désintéressé, que finalement on peut très bien vivre sans savoir qui était Michel-Ange. Sauf que quand on est à la Chapelle Sixtine et qu'on a l'occasion de comprendre ce qui se passe sous nos yeux, bah, ça peut changer votre vie. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'art, c'est que ça mobilise au fond toutes les dimensions de ce que serait l'intelligence telle que je l'évoque avec le SIOP, c'est-à-dire l'intelligence cartésienne, l'intelligence purement rationnelle, l'observation empirique, mais aussi l'intelligence sensible, l'intelligence qui n'est pas verbalisable, c'est l'intelligence qui vous vient de vos sens, l'écoute, le regard, la peau, tout ce qui vibre et qui fait que vous ne pouvez pas forcément expliquer avec des mots ce qui se passe, mais vous pouvez comprendre qu'il se passe quelque chose d'important. Et l'art est un des domaines qui, dans le champ de l'éducation, permet d'éveiller toutes ces dimensions de la conscience et de donner sens aussi aux autres disciplines qui sont peut-être plus du côté du cartésianisme, mais de montrer qu'au fond, tout se complète et que nous avons besoin de marcher sur nos deux jambes, la jambe du sensé et la jambe du sensible. Et j'ai beaucoup travaillé comme sociologue sur cette espèce de mystère qui, pour moi, reste encore un mystère, enfin que j'ai commencé à élucider, de cette difficulté de l'école française à faire sa place, au fond, à l'art. Alors, c'est très paradoxal parce que l'éducation artistique est vantée par tout le monde, tous les partis politiques en font un objectif absolument important, chaque nouveau président de la République en fait une priorité. Or, ça coince, ça reste la dernière roue du carrosse, ça reste... Alors, j'ai proposé des pistes, j'ai fait des études dans les archives, j'ai fait, grâce à cette mission que j'ai occupée pendant plusieurs années de rapporteur du Haut Conseil, eu la possibilité d'avoir une capacité d'observer, d'étudier, d'analyser, d'interviewer des milliers d'interlocuteurs. Et j'en suis venu à la conclusion que ce qui coince, c'est qu'au fond, l'art à l'école est présent, essentiellement, en tout cas en France, à travers l'éveil de la sensibilité et de la créativité, donc les arts plastiques, la musique, et que cet avènement date de l'après-mai 68. C'est-à-dire que jusqu'en mai 68, l'école française est extrêmement rétive à l'art. Sous la Troisième République, l'ambition est de doter le pays d'un appareil de production industrielle. Et donc, ce qui est valorisé, c'est la science, c'est l'utilitarisme matériel. C'est aussi un moyen de se distinguer du grand acteur de l'éducation qu'a été l'Église jusqu'à l'école républicaine. Et donc, il faut sortir absolument de tout ce qui n'est pas démontrable cartésien. Donc, la science est la priorité. Et l'art, c'est la folle du logis, c'est ce qui n'est pas cartésien et c'est ce dont il faut se méfier. Et j'ai même travaillé dans les écrits de Durkheim, qui a été un grand sociologue et qui a été un grand inspirateur des programmes scolaires. Et Durkheim a développé des discours vraiment hostiles à l'art dans l'éducation, hein, considérant que c'était une façon de troubler le rapport au réel et d'introduire un imaginaire qui était déprimant et qui finalement éloignait de l'objectif de l'éducation qui devait être l'éveil de la rationalité. Ce logiciel-là va être modifié à partir de mai 68. Et l'éducation nationale, qui est en très mauvaise position, qui est accusée d'avoir été académique, d'avoir été loin de la vie, fait cette concession finalement d'une sorte de réserve d'Indiens aux plasticiens. Moyennant quoi, les plasticiens vont pouvoir développer leur pratique au sein de l'éducation nationale, mais sans jamais impacter les autres disciplines. Au fond, cette créativité, cette ouverture, cette sensibilité qui a vocation finalement à toucher l'apprentissage de toutes les disciplines, va rester confiné dans les arts plastiques. Et les arts plastiques,
dans la meilleure façon du fonctionnement de l'éducation nationale, va se comporter comme, comme un syndicat d'intérêt va rester très jaloux de ses moyens, au fond. Et chaque discipline, l'éducation nationale est organisée en silos disciplinaires, chaque discipline est une sorte de petite citadelle qui défend ses moyens, qui défend ses profs, ses postes, etc. Et ce qui aurait permis de déverrouiller un peu cette approche purement sensible, purement créative de l'art, c'est-à-dire l'introduction de l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'approche un peu plus académique, un peu plus cartésienne, mais qui aurait permis à l'art d'apparaître comme quelque chose de plus crédible et de plus audible par rapport aux autres disciplines, et donc de retrouver, peut-être de renouer avec ce qui était l'art jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le sommet des savoirs, au fond, la possibilité de réunir la physique, la chimie, enfin, l'art réunit tous les savoirs. Cette union n'a pas été possible parce que l'histoire de l'art est restée absolument exclue du grand partage pour des raisons administratives et des raisons de stratégie syndicale, en quelque sorte. Et ça, je l'ai étudié, c'est documenté, j'ai publié des articles là-dessus. J'ai essayé de faire évoluer les choses et il se trouve que le Haut Conseil a proposé la création d'un enseignement d'histoire des arts en 2008 qui commençait à justement développer une approche théorique et historique de l'art à l'école, mais qui était qui avouait aussi son lien avec cette sensibilité, cette créativité. L'idée n'était pas de faire des élèves des érudits, mais d'introduire des connaissances historiques et théoriques sur l'art à partir de la curiosité des élèves, c'est-à-dire avec ces soucis d'être toujours devant les œuvres, d'aller au musée, d'aller au concert, d'aller dans des ateliers d'artistes, etc. Et à partir de la curiosité suscitée par le choc esthétique, pour parler comme Malraux, répondre à cette curiosité en donnant des éléments, des informations, des clés, des introductions à certains mouvements artistiques, des grands repères chronologiques, qui faisaient qu'ensuite, on ne faisait pas des élèves des érudits, mais on leur permettait de devenir leurs propres professeurs. Parce que la vérité, c'est que l'histoire de l'art et la connaissance artistique, on la développe sans arrêt dans chaque moment. Tout à l'heure, on parlait de Venise et de la chapelle de l'église San Sebastiano. Mais quand vous passez une heure à San Sebastiano, vous avez envie d'en savoir plus, vous êtes dans l'émotion, mais vous avez envie de comprendre pourquoi, ce qui s'est passé là, comment ça s'est passé. Et puis, voilà, il y a un processus vertueux qui se fait et qui repose sur les petites étincelles qu'on aura éveillées pendant l'éducation. Et c'est ça, je pense, mon espoir et mon utopie, c'est que l'éducation nationale restera accueillante pour ses professeurs. On a tous le souvenir d'un prof qui nous a emmenés au cinéma, qui nous a emmenés au musée. Et on ne sait pas pourquoi, il s'est passé une étincelle, il y a un truc, on s'en souvient. Et à partir de là, on a eu un autre regard et ça a peut-être pris du temps, ça prend du temps à ce que ça se réveille, mais c'est resté comme un petit caillou blanc dans notre parcours. Et quand on est dans un musée, qu'on a une grande émotion artistique, je suis sûr qu'on est fidèle à cette émotion première. J'aime beaucoup cette idée d'étincelle, d'éveiller les esprits, la petite flamme dans les yeux, ou de cailloux blancs, de planter des graines. Et puis, ça semble aussi comme une très très bonne solution à l'Ossium. Alors, on arrive doucement vers la fin, mais je reviens juste sur votre manifeste, l'Ossium du peuple, parce que pour moi, il y a vraiment une dimension politique presque. Vous l'avez évoqué, la démocratie, finalement, l'Ossium, il nous ramène à cette idée de démocratie pour faire de nous des citoyens avec oui, certes, toute cette partie fort intérieure, etc., mais justement ce discernement, cet esprit de critique qui permet de participer à la vie de la démocratie. Cette mission, elle est très large, Jean-Miguel Pire. Elle est large, aussi large que toute démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, elle existe s'il y a des citoyens qui contribuent à la réflexion, au débat, où qu'ils soient, à partir de leur propre expertise, et qui se sentent investis dans la construction du bien commun. Alors ça peut paraître très, très utopique ou très banal de dire ça, mais au fond, ça se construit comme ça. Et je trouve que ce que je décris d'un point de vue programmatique, je dirais qu'au fond, ça existe déjà. Je suis frappé de voir, notamment dans le domaine de l'environnement, combien il y a des initiatives, des tiers-lieux, des démarches locales qui sont des démarches qui sont vraiment intelligentes au sens où elles se soucient de l'environnement, elles se soucient des moyens disponibles, des bonnes volontés en présence, et à partir d'un esprit collectif, construisent quelque chose qui est
qui contribuent à ce bien commun. Alors, c'est peut-être pas très connu, c'est peut-être très éclaté, c'est peut-être très diffus sur le territoire, mais je suis sûr que voilà, les petites rivières forment les grands fleuves. C'est à partir de ce genre de démarche-là que peut-être on va pouvoir changer la donne. Et ma proposition, qui paraît modeste, au fond, qui est une proposition, au fond, simplement sémantique, c'est-à-dire, moi, je propose un mot. Je dis, ce mot, il existe, c'est un mot ancien, il renvoie à une idée, en tout cas très ancienne. L'idée mérite d'être développée. Elle est déjà en œuvre avec ce que je viens de dire, dans toutes ces initiatives. Mais je pense que comme en psychanalyse, quand un problème, qu'une question, un phénomène n'est pas nommé, on n'arrive pas à le dépasser, on est coincé. Nommé, nous sommes des êtres de mots, nous parlons avec des mots. Il faut des mots pour avancer. Et ma proposition, c'est que ce mot, otium, il remplit cette case vide. Il nous permettrait de valoriser toutes ces choses que l'on a envie de défendre dans une démarche de pensée, mais aussi une démarche soucieuse du bien commun, donc de la démocratie. Et aussi, et ça intéressera mes amis qui dénoncent les dérives du capitalisme. Je pense qu'il y a une charge de dénonciation des dérives du négoce qui est disponible dans ce mot, qui mérite en tout cas d'être introduit dans le débat public et de faire, oui, cette espèce de pari complètement fou qu'un nouveau mot, qui est un vieux mot, va être utilisé par tout le monde. Et mon utopie serait qu'un jour, une caissière du supermarché dise à sa collègue, écoute, dans une demi-heure, j'ai mon quart d'heure d'otium, et que sa collègue comprenne de quoi il s'agit et le respecte et dit, attention, oui, c'est très important. Et que cette dame puisse effectivement, ou ce monsieur, puisse se livrer à ce moment d'otium. Mais quand je dis ça, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, ben oui, mais le problème, c'est que dans quelques années, il n'y aura plus de caissière, donc le problème sera résolu. J'espère qu'il se résoudra autrement et que tout le monde utilisera ce mot otium et qu'il fera vraiment partie des valeurs de notre société. On espère, on milite pour le faire entrer dans le dictionnaire. Rendez-vous dans le Petit Robert dans un an. J'ai 3 petites questions finales auxquelles vous pouvez répondre rapidement, mais néanmoins que j'ai envie de vous poser. La première, c'est votre dernier ouvrage, donc s'intitule L'Otium du peuple. D'ailleurs, je vous ai raconté que quand j'ai commandé dans une librairie parisienne que je ne citerai pas, et que les libraires qui étaient occupés à papoter entre eux, et je leur ai demandé, excusez-moi, j'ai réservé un livre, papapin, ils m'ont demandé quel est le nom du livre, au lieu de demander le nom de l'auteur, qui aurait été peut-être plus simple. Quand j'aurais dit l'otium du peuple, l'un d'entre eux m'a corrigé, beau cas de mansplaining en plus, m'a corrigé en me disant l'opium du peuple, vous voulez dire, alors que Marx n'a jamais écrit de livre qui s'intitule L'opium du peuple en plus. Voilà, donc ce titre, L'otium du peuple, moi je me demandais, en rapport avec l'opium bien sûr, est-ce qu'on peut faire une overdose d'otium ? Ah bah oui, ça je vous confirme. Là, c'est la mauvaise nouvelle de la chose, c'est que effectivement, la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, est au juste milieu et il faut modérer aussi son ambition ossiomique et il faut du divertissement, il faut des tunnels, il faut je veux dire des tunnels, des moments où on ne pense à rien, on est dans une démarche que j'évoque et qui est effectivement très 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 valorisée aujourd'hui, qui est une démarche plus méditative, plus contemplative, où effectivement on n'est pas forcément dans une quête de discernement, mais on fait une sorte de vide pour écouter autre chose. Donc oui, et puis par ailleurs, il se trouve que mon boulot, c'est de faire de l'otium. En fait, un chercheur, c'est en permanence dans une démarche de discernement, de clarification, de vérité. Et ça peut devenir effectivement envahissant, peut-être pour l'entourage, qui peuvent être agacés d'avoir quelqu'un qui raisonne sans arrêt et qui peut à la fin avoir le sentiment de détenir la vérité. Donc je dirais que ça, c'est un peu l'écueil. Il faut rester modeste et il faut accepter aussi la part de bêtise de l'existence. Il faut en limiter les défauts et les effets, mais je pense que voilà, ça peut paraître paradoxal que je dise ça maintenant, mais au fond non, il faut être accueillant aussi à cette part d'incompétence que nous avons tous, en se disant qu'on fera mieux la prochaine fois. Ça me rappelle Erasme, justement, pour revenir à la Renaissance, l'éloge de la folie. Absolument, absolument. La deuxième question, c'est vous-même. Alors, j'ai l'impression qu'on a une petite idée quand même, mais comment vous-même, vous cultivez cet otium ? Alors j'essaye justement de favoriser des moments où je ne suis pas en train
dans des attitudes ossiomiques, comme la lecture ou le rapport avec les œuvres, etc. Et je trouve que le sport est un bon contre-exemple, qui est aussi une forme d'osium, mais un osium peut-être qui fait beaucoup plus de place au corps, justement, qui est quand même notre véhicule et qu'il faut soigner. Et les moments... alors, il y a des sports qui sont plus ou moins voilà, appropriés. Et il y en a deux qui sont assez favorables. C'est le cyclisme. Donc le cyclisme qui vous permet, quand vous faites ça à la campagne, en plus d'associer ça avec un rapport un peu de contemplation au paysage, d'effort physique. Et là, on oublie vraiment, on se concentre vraiment sur l'effort, et tout en ayant un sentiment d'appartenance au paysage. Donc il y a quelque chose c'est une forme d'osium, mais qui explore des voies qui ne sont pas forcément aussi centrales dans ce que je décris. Et puis un autre sport, c'est la natation. Plus facile à faire en ville, dans les piscines. Et là aussi, là pour le coup, c'est vraiment l'oubli, parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder à part le fond de la piscine et vos camarades nageurs. Et là, c'est vraiment méditatif, introspectif. Donc voilà, c'est deux formes d'osium un peu anti-osiomique. Enfin là, on est un peu sur les bords. Je pensais que vous alliez me citer des livres ou des œuvres d'art, mais on en avait déjà parlé, Ouais. donc c'est bien de compléter et justement d'aller sur l'autre bord. Et la dernière chose, c'était quand on s'est rencontrés la première fois pour discuter de ce podcast, vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est notre vie peut être une œuvre d'art. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Comment notre vie peut être une œuvre d'art? Là, pour le coup, ça fait référence au discours de Foucault et à ses derniers travaux sur l'histoire de la sexualité, où il dit, d'une façon candide, j'ai toujours été étonné par l'idée que les œuvres sont des objets et peuvent pas être la vie. Et au fond, l'art, c'est d'abord un soin, c'est d'abord un souci de forme. Et la vie, effectivement, ça peut correspondre à cette exigences formelles. Alors souvent, elle est déterminée par nos obligations. Et là, on n'a pas tellement de marge de manœuvre. On n'a pas tellement de choix dans les formes que l'on doit appliquer à son quotidien. Mais dans ce fameux moment de liberté, ce temps libre, peut-être qu'il y a des parties qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art, au sens où on va être respectueux de certains rites. L'idée que... Et en fait, quand on y réfléchit, nous avons tous des rites dans nos journées, des choses auxquelles on tient, qui nous permettent d'avoir des repères. Et je pense que la dimension esthétique que l'on peut mettre dans ces rites, elle peut nous aider à créer du sens. Et c'est là que... Alors, je développe un peu cette idée-là du rapport, notamment à travers Foucault, entre esthétique et éthique. Je pense que l'esthétique de la vie n'est pas seulement une sorte de dandisme, comme on a pu accuser Foucault de l'être, mais c'est une attitude un peu préparatoire qui nous permet de mieux accueillir le travail de développer une éthique, d'agir mieux, d'agir mieux et d'agir aussi au sens de façon plus belle, en fait, avec une forme, un souci de forme. Et donc il y a une sorte de souci qu'on peut introduire, qui n'est pas seulement une sorte de vacuité qui aurait une forme esthétique, mais qui permettrait de créer cette ritualisation à des fins artistiques, enfin à des fins de beauté. Jean-Miguel Pire, merci infiniment pour le temps osiomique que vous nous avez accordé. J'espère, chers auditeurs, que cette conversation vous a passionné autant qu'elle m'a passionné, parce que je pourrais rester des heures assise avec Jean-Miguel Pire, mais il doit filer, je crois. En tout cas, merci pour votre écoute également. Je vous recommande de tout cœur de trouver ces livres chez votre libraire. Sinon, vous lui demandez de les commander en une pile. C'est ce que j'ai fait, moi, à l'atelier du 9e rue des Martyrs, pour que tout le monde puisse profiter de ce manifeste incroyable
incroyable, L'Otium du peuple à la reconquête du temps libre aux éditions Sciences Humaines. Et puis, si vous avez envie de pousser l'exploration avec une dimension historique, mais passionnante, que j'ai lue dans un TGV entre Tachkent et Samarcande la semaine dernière, Otium, Art, Éducation, Démocratie, avec une préface de Jean Deloisy chez Actes Sud, paru 15 jours avant le confinement en 2020. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. C'est la plus belle manière de nous remercier, de le partager avec vos amis, votre famille, vos ennemis aussi, peut-être qu'ils en ont besoin. Et puis de mettre 5 petites étoiles dans l'appli, il paraît que ça aide l'algorithme. Voilà, merci et au mois prochain. Et bonnes vacances d'ici là.